Tu veux savoir ce que c'est, un vrai criminel, Ackerman? C'est le fils de pute qui a peint cette voiture, ça c'en est un. Oui, ça c'est un vrai criminel. Kulowski? Max, Qu'est-ce que vous venez faire? quiconque défigure un chef-d'œuvre comme ça avec une couleur comme celle-là mérite de se faire buter. Venez pas foutre la merde, je travaille ici depuis 3 semaines et j'ai pas besoin d'ennui. Vous avez entendu ce que ce bouton a dit de ma bagnole? Remets-la dans ton pantalon, Loco. Avec le goût que vous avez, les Portos, je trouve qu'il a été plutôt gentil. L'enfant de pute. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 21. Nous cherchons tous quelque chose au cinéma, de l'émotion, de la pensée, de quoi vibrer. Nous, pour notre part, nous cherchons une moitié de cigare, plantée dans la bouche d'un grand fils de pute, un type blond qui parle peu. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma quelle est mieux que les autres. Et au programme ce soir, tout simplement, nous allons parler effectivement d'une moitié de cigare plantée dans la bouche d'un grand fils de chienne, puisque nous allons parler, car c'est ainsi que Eli Wallach, dit Touko, parlait de Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand, et de Clint Eastwood, il en sera exclusivement question ce soir à l'occasion de la sortie de son nouveau long métrage en tant que metteur en scène, La Mule, The Mule, dans la langue de Clint, tout simplement. The Mule. Et donc voilà, moula. Pourquoi, parce que donc la moula, puisque donc Clint c'est quand même un peu une des marottes, un des héros, un de nos amours de cette émission. Tous les gens qui sont passés par cette émission aiment Clint, c'est à des degrés divers et variés, mais les personnes qui n'aiment pas d'amour sont vouées au bûcher. Elles sont virées. Voilà, on peut le dire tout simplement. Et donc on a parlé de tous les films de Clint depuis la création de cette émission en 2010, mais nous n'avions jamais réellement consacré une émission entière à Clint. Et la sortie de donc La Mule nous permet de le faire parce que c'est un film quand même assez marquant dans sa carrière pour de multiples raisons et qui en plus est un film qui en termes autobiographiques et en termes sentimental on va dire est évidemment très parlant sur le reste de sa carrière comme comédien ou comme metteur en scène. Pour parler de Clint autour de cette table, il y a le Dr Erwan, bonsoir. Bonsoir à tous. Il y a Carrément Fleuret, bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a une personne qui nous a menti depuis quelques années sur ses origines, car en fait, apparemment, elle aurait plus de sang grec que de sang italien. C'est Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Voilà, mais malgré tout ça, nous te gardons dans cette émission. L'ADN a parlé. Voilà, malgré un peu la déception bien compréhensible qui est la nôtre, mais bon, la Grèce c'est cool quand même. Ouais, ça va, c'est cool, j'aime bien. La bouffe est bonne. La bouffe est bonne, le pays est beau, les filles sont jolies, la musique est bien. Donc, parfait. Finalement, ça va quoi. À la mise en son de cette émission, un autre opprimé, il y a bien évidemment Gal. Bonsoir Gal, qui fait un petit coucou. I've never seen you look quite so sad. I've never felt. Throw your arms round this honky-tonk man. Throw your arms round this honky-tonk man. En attendant Godard sur Syllab, et c'était Marty Robbins avec Honky Tonk Man, qui avait été reprise notamment par Clint dans son film Honky Tonk Man, fausse biographie de Hawk Williams, qui est sorti à la fin des années 80, un film magnifique bien évidemment, mais nous y reviendrons peut-être au début des années 80, donc nous y reviendrons peut-être et très probablement, car donc nous allons parler de son dernier film, nouveau film en tant que metteur en scène, moins d'un an après la sortie du 15h17 pour Paris, même moins de 6 mois pour les États-Unis, puisque le film est sorti au début du mois de novembre, donc la mule, ce mule, vous utilisez la moula, la moula, on peut dire une chanson dans la tête, on peut dire
Mule Das Mule Utilisez la langue que vous voulez pour parler. En tout cas, donc le nouveau film de Clint Eastwood qui avait été, je pense, un peu abusivement vendu comme un genre de nouveau Gran Torino, son film de 2009, qui était un des derniers films en date, parce qu'après, il avait fait en 2012 Une Nouvelle Chance, un film qui était réalisé par son ancienne assistant réal. Mais en tout cas, c'était le dernier film où Clint se mettait lui-même en scène et qui justement était filmé et prévu comme tel, comme un genre de testament à sa carrière de comédien. Le dernier plan de lui-même à l'écran était d'ailleurs assez parlant là-dessus, et donc il a décidé de revenir jouer cette année dans un film, et quand on voit le scénario et l'histoire que ça trimballe, on comprend évidemment pourquoi. Donc c'est le grand truc, hein, c'est based on a true story, c'est basé sur un article du New York Times, je crois. Du Post, non? Ou du Post, bref, un grand journal américain, où justement sur un vieux pépé de 90 ans qui était devenu une mule, un passeur de drogue en fait pour un cartel mexicain, le cartel de El Chapo, qui faisait des allers-retours entre les USA et le Mexique. Et donc, histoire assez improbable. Et donc, ce mec-là, donc ce petit vieux interprété par Clint dans le film, c'est un homme qui est un cultivateur de fleurs. Il a gagné de multiples prix parce que c'est lui qui crée les plus belles, tout ça. C'est un homme qui s'est entièrement consacré à son travail au détriment de sa famille. Justement, il ne se rend pas au mariage de sa propre fille, qui après du coup le déteste, parce que le film commence au début des années 2000 et la suite se déroule en 2015. Donc sa fille le déteste. Il a des relations très compliquées pour le moins avec son ex-femme qui elle est malade, et il essaye tant bien que mal quand même de se raccrocher à sa famille via le personnage de sa petite fille, mais elle-même se rend compte au fur et à mesure du film que finalement il est quand même peut-être pas si cool que ça, et que si sa sœur, que si sa mère et sa grand-mère lui en veulent autant, il y a peut-être une raison. Et donc c'est à travers là tout le parcours, on va dire, émotionnel et on va dire rétrospectif, mais non nostalgique du personnage et de Clint, donc le personnage sur sa propre vie et Clint sur sa propre vie et son propre parcours de cinéma va être mis en lumière et en exergue, je trouve, de manière absolument sublime. On va quand même repréciser que dans cette émission nous sommes des fans de Clint, et quand on en vient à parler du cinéma de Clint Eastwood, nous pouvons faire preuve d'un autorisme très très forcené. Pour moi, c'est un auteur assumé. Au sens où John Ford, c'est un auteur. Juste que parfois, c'est un des pas derniers forcément grands classiques. de la mauvaise foi, mais en tout cas, c'est vrai que nous avons défendu tous les films qu'il a pu sortir ici depuis 2010, même Invictus. Ou bien Au-delà, par exemple, qui ont des films que je trouve... Mais Au-delà, il y a des trucs pas mal. Oui, mais c'est ça le truc. Il y a toujours de très très belles qualités dans son cinéma. Même le 15h17 pour Paris, qui moi est un film que je n'avais pas aimé du tout, mais pourtant je vois toute la volonté derrière, quand même, toutes les choses... Oui, c'est vrai que tu avais essayé de le... qui aurait pu être bien indécrottable. Oui, mais non, et voilà. Et moi, si la mule, ça m'a autant plu, c'est à la fois parce que on revoit Clint à l'écran à l'âge de 88 ans, et c'est absolument un bonheur de voir, c'est très beau. De voir qu'il à la fois il n'a pas perdu de sa superbe, de sa beauté d'acteur, de son charisme et de son talent, et ce qu'il fait de son personnage et ce qu'il dit de lui-même sur sa propre carrière et sur son rapport, on va dire, à la fois aux autres, à ses amis et à sa propre famille, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. En termes personnels, c'est je pense un de mes acteurs préférés, c'est un des personnages de cinéma au sens large qui m'a le plus impressionné et a le plus marqué ma vie de cinéphile, et il a un propos là-dedans sur sa propre carrière et sur son humanisme, on va dire, de manière générale, qui m'a énormément parlé et m'a extrêmement ému à de multiples endroits, et même à des endroits auxquels je ne m'attendais absolument pas. La fin, évidemment, est très émouvante par rapport à tout le parcours du personnage, et ça n'est là-dessus. Il faut dire que c'est un film très drôle, quand même, par ailleurs. Oui. C'est un film où il y a plein de choses très très drôles. Oui, parce que justement, ça rejoint un peu toutes les palettes de Clint. Il y aura, le côté vieux ricain, hyper accroché aux valeurs traditionnelles américaines. Il y aura à la fois... Ouais, alors ça se discute, ça, justement. Non, il le remet quand même. Oui, justement, carrément. Mais il le remet constamment en question. C'est toute la dichotomie entre l'image publique de Clint, qui est un républicain pur jus, maire de Carmel, tout ça, réactionnaire, parfois vu carrément misogyne et vu comme un mec un peu raciste. Et à l'inverse, donc quand même la plupart de ses longs métrages, il remet toujours en question ces choses-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute
Encore une fois, la dichotomie entre son image publique et l'image qu'il renvoyait lui-même dans ses films, tout au long de sa filmographie d'ailleurs. Et je trouve que celui-là synthétise absolument bien en fait tous les discours théoriques et critiques qui ont pu être c'est marrant dits parce que contre c'est une Clint. sorte de réponse un peu ironique. Vous me traitez de raciste, mais en fait il fait je sais pas trop comment décrire ça, mais des blagues sur le fait que son personnage est aussi un personnage un peu raciste. Oui, mais est-ce que dans le fond, est-ce que Un peu Clint vieux Eastwood l'est vraiment, tu vois? Est-ce que son personnage, si c'est lui, est-ce que Moi, je pense que c'est qu'il soit réactionnaire, qu'il soit conservateur, je veux bien qu'il soit raciste. Moi, je pense que c'est vraiment un faux débat pour Clint Eastwood parce que quand tu vois, moi, j'ai pas ressenti. Enfin, bon, ok, il y a des blagues, tu vois, un petit peu. Au moment où ils croisent un couple de blacks qui sont en panne, je sais pas ce qu'il leur balance, mais enfin, c'est. Ouais, mais moi, je trouve justement qu'il balance un gros merde quand même à justement toute cette espèce de politiquement correct. Toi, t'es obligé de faire attention à tout ce que tu dis parce qu'il faut pas vexer les gens, parce que et lui, il en a rien à branler parce qu'il a 90 ans, il va mourir, il s'en fout, quoi. Ouais, en même temps, il en a rien à branler, comme tu dis, mais surtout, c'est que le réalisateur filme d'amour le personnage. Donc Clint, le réalisateur, filme d'amour Clint, le personnage, qui parle d'amour avec des personnes, on va dire afro-américaines, mexicaines, LGBT, tout ce que tu veux en fait. Et en fait, t'as l'impression en fait que c'est le gros tonton raciste en gros du repas de Noël, mais pas du tout parce qu'en fait, il y a de l'amour. Il y a toujours de l'amour. Par exemple, dans La Mule, vraiment le parcours qu'a le personnage donc Earl avec les dealers mexicains, où au début ils essayent un petit peu de faire les gros bras et compagnie. Clint leur dit écoutez les pépés là, moi j'ai fait la guerre donc vous allez arrêter votre baratin. Et à la fin, après bien entendu avec Clint, il y a pas de grand discours, c'est une coupe, un raccord, une ellipse et hop on arrive. Et après c'est direct, ça tape des high five, ça demande des nouvelles de la famille et compagnie. En fait, même derrière on va dire ce racisme. C'est juste un vieux mec qui n'arrive pas à vivre dans son temps. Et en fait, le plus important, en fait, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'empathie envers les personnages, envers tous les personnages. Et ça, c'est le plus important. Il y a tout le truc là-dessus, justement, où, de toute façon, Clint sait très bien l'âge qu'il a. Et sur le côté, toutes les nouvelles technologies qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à rattraper. Ouais, le côté vieux con. Ouais, le côté vieux con, mais c'est pas un mec qui s'enferme dans son vieux conisme, justement. Mais non, parce que justement, le rapport qu'il a avec les nouvelles technologies, c'est intéressant de voir comment ça évolue, quoi. Je veux dire, le fait que, par nécessité, il finit par comprendre, notamment comment est-ce qu'on envoie des textos, comment est-ce qu'on se sert des touches numériques. J'aime pas de dire à tout le monde que Internet, c'est de la merde, que les téléphones portables, ça doit rester. Ça n'a aucun avenir. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a jamais trop eu ça dans le cinéma, cette espèce de truc de rapport aux technologies, en tout cas. Mais c'est quand même assez présent dans le film. Ouais, dans le film, c'est assez présent, effectivement. Et puis même les personnages des flics qui sont, tu vois, surchargés en matos, en système d'enquête, et lui qui passe à travers les mailles du filet comme si il échappait au quadrillage en fait et la mise en case en fait. Parce que donc évidemment il y a une équipe de flics de la DEA qui est menée par Bradley Cooper et dont le service est dirigé par Laurence Fishburne qui justement le traque et c'est un peu tout une genre de relation aussi assez belle à distance qui va se créer entre Clint et le personnage de Bradley Cooper. Alors qu'il se rend compte que deux fois en plus. Le film est en fait un immense montage parallèle. Évidemment. Immense montage parallèle, ils se rencontrent deux fois, mais deux belles rencontres. Forme hyper classique. Enfin, mais forme comme Clint sait super bien faire, quoi. C'est-à-dire, c'est tout est, enfin, tu vois, tout est limpide, les cadrages, les trucs, enfin, tout est, voilà, tu sens fort de toujours. Enfin, voilà, tu sens tout cet amour du cinéma hollywoodien classique, et puis cette idée que, voilà, on a une histoire à raconter, on va la raconter de la meilleure des façons possibles. Et avec toujours comme cette espèce de triple fond, de quadruple fond qui est quand même propre au cinéma de Clint Eastwood, parce que moi c'est un film c'est marrant, c'est un film qui, alors on parlait tout à l'heure sur La Route du Madison, mais moi c'est un film qui m'a fait vachement penser à Impitoyable. Parce qu'en fait il y a le même rapport, en fait, il y a ce même discours sur la loi, et puis sa loi à lui, quoi. Et moi, ce qui m'a vachement surpris dans ce film, c'est qu'il n'y a pas du tout d'enjeu moral, en fait. Il passe dans le personnage, donc devient une mule pour des trafiquants, mais il n'y a pas une seconde où on voit pas, il n'y a pas une scène où on le voit chez lui en train de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais non, le mec, il y va cash, il veut se faire du pognon, il y va cash, quoi. Ce qui le qualifie en tant que personnage, c'est sa candeur aussi et son côté irréfléchi qui fait que c'est pour ça qu'il arrive à passer. Plus irréfléchi parce que naïf, je sais pas si. Je pense pas que ce soit naïf. Non, je pense que. Presque, enfantin en fait. Au bout d'un moment, quand il se rend compte que ça marche, finalement, c'est reparti, quoi, en avant Guingamp. Et c'est pour ça qu'il arrive à passer outre les mailles du filet, comme tu disais, des flics qui trouvent pas le fameux pick-up noir parce que oui, on l'a pas dit.
il se déplace, au début du film, il se déplace dans un vieux pick-up tout pourri, et c'est un peu pour ça aussi qu'on va vers lui, en fait, parce qu'il passe un petit peu incognito avec ce truc. Et avec sa première passe, du coup, il s'achète un énorme pick-up noir. Oui, qui est énorme, qui est une espèce de monstre. Presque trop, quoi. Et le mec devient tellement le meilleur passeur qu'il est invité par le chef du cartel dans sa villa au Mexique, dont le chef est interprété par Andy Garcia, qui est très content d'être là. Avec une nonchalance, absolument. Avec une nonchalance, c'est ça, c'est... Ah bon, Andy Garcia. Ah ouais, c'est décontracté, hein. Qui joue comme s'il faisait des nouilles, en fait. Oui, il est trop cool, quoi. Ah bah, Andy Garcia, je resterai toujours un immense fan d'Andy Garcia. Et justement, tout à l'heure, tu parlais dans les films de Clint, qu'il y a toujours, comme dans Impitoyable notamment, il y a toujours la question de la loi et de sa loi. Là aussi, c'est le cas. Mais c'est plutôt la morale des hommes et sa morale à lui. Voilà, mais c'est plutôt ça. Parce qu'il y a une morale. C'est pas un film moralisateur, mais il y a une vraie. Mais pourtant, bête et méchant sur la famille. Il ne va jamais dire que sa propre morale, par exemple, c'est la meilleure. Ouais. C'est sa morale à lui. C'est un truc vraiment pas purement américain pour le coup, individualiste, mais qui sera pas forcément la morale qui sera supérieure aux autres. Il n'y a pas un jugement de valeur là-dessus. Non, c'est vrai. Ce qui, je trouve, fait toujours la qualité de son cinéma et de ses personnages, et c'est pour ça qu'elle a été souvent autant mal comprise qu'on l'a lui-même traité de réac, de mec facho, tout ça, sauf qu'à aucun moment il va dire que lui a raison. C'est juste que c'est comme ça que lui agit. Après, dans le cinéma de Clint Eastwood, l'aspect moral en fait des personnages joués par Clint Eastwood et mis en scène par Clint Eastwood, ce côté moral en fait, ça vient toujours d'une réaction. Une réaction par exemple, si on prend l'inspecteur Harry, par exemple, c'est de Don Siegel, mais le personnage de Clint Eastwood, ce côté amoral, en fait, il vient en réaction parce que l'institution, elle marche pas, elle déconne complètement. Ici, le côté amoral, en fait, de Earl, donc le personnage joué par Clint, c'est une réaction à quoi? C'est une réaction à la crise des subprimes. Qui est même pas montrée. Enfin, c'est montré, qui est dans une ellipse, qui est le gros hors-champ du début du film. Ça vient. Il se passe 12 ans, et en fait, nous, on sait que dans ces 12 ans, en fait, toute l'économie américaine c'est cassé la figure. Donc voilà, parce qu'en fait, il est horticulteur et que, en fait, son activité, du coup, périclite, et puis sa baraque, elle est mise aux enchères et compagnie. C'est vraiment une pure crise des subprimes. Ah oui, c'est une victime. C'est une victime typique collatérale du capitalisme, on va dire américain sur ce coup-là, parce que Clint ne parle que des États-Unis. Mais voilà, c'est une réaction à ça. Et en fait, un discours politique, comme une déclaration d'amour à tout le melting pot américain, on va dire ça comme ça. Et là, en une ellipse, une coupe, il te fait une déclaration d'amour et en même temps, il te fait un discours politique sur pourquoi cet homme-là, à 90 balais, vétéran, va devoir en fait faire la mule. Mais par contre, c'est pas 10 grammes, c'est pas le 10 grammes que tu peux choper. Non, c'est quelques centaines de kilos. On est à 12 millions de dollars ou voire plus, on est à des centaines de kilos de coke. Et voilà. Un discours politique, c'est quoi? En fait, pourquoi on va rentrer dans l'illégalité et pourquoi des personnes vont subitement changer de morale? Parce qu'en fait, il y a une putain de crise avec des salopards. Parce que le rêve américain n'existe plus. C'est surtout que. Et une coupe qu'est-ce qui reste à une figure comme Clint Eastwood si le rêve américain n'existe plus? Qu'est-ce qui reste pour reproduire la conquête de l'Ouest? Justement, le renouveau, les allers-retours. Sur la politique de Clint dans le film. Comme dit Thibaut, ça passe par un cut, par un hors-champ. Et pour moi, la fin du film est absolument éloquente, dramatique et bouleversante. Donc, comme dans l'histoire vraie, le mec a fini en prison parce qu'il appelait les coupables, tout ça. Et le dernier plan du film, c'est Clint qui continue à cultiver ses plantes, à faire son travail, mais dans une prison, dans un univers enfermé dans lequel il ne pourra probablement jamais sortir. Et je trouve que et pourtant, le dernier plan sur Clint, c'est un plan où il est tout souriant. C'est extrêmement éloquent de la carrière de Clint, de la carrière de Clint, de ce que lui représente dans l'imaginaire du cinéma américain et le cinéma mondial, et sur la simple situation politique pour les artistes et même pour le peuple américain en général aux USA. Je trouve ça parfaitement éloquent. Un mec qui fait son travail dans une prison. Ça a toujours été ça, Clint. C'est toujours des mecs qui font leur boulot, quoi. Je veux dire, il y a toujours cette qui est une idée ça c'est très américain. C'est pour ça que Flight, par exemple, son avant-dernier film avec Tom Hanks. Sully. Oui, pardon. Oui, Sully, le dernier dialogue entre Aaron Eckhart et Tom Hanks, c'était une profession de foi, comme la fin de Ghost of Mars, c'était une profession pour John Carpenter. Le film de Carpenter se finissait, on va faire ce qu'on sait faire le mieux, on va botter des culs. Et la fin du film de Clint, c'était, on va faire ce qu'on sait faire, on va faire notre travail. Et tout le cinéma de Clint et tous ces personnages, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui font leur travail. Pas forcément parce que c'est bien, pas forcément parce que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est parce que ce que eux savent faire. Et c'est pour ça que ces personnages sont aussi beaux et aussi touchants, parce que ce sont des choses qu'ils font dans
genre de fatalité, mais dans lequel néanmoins ils arrivent à s'épanouir, ouais, justement à faire qui a un destin en fait. Ouais, plus un destin. C'est plutôt quelque chose qu'à voir, ou le fait que l'occupation. Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve chez d'autres cinéastes, chez Melville notamment, et dans d'autres cinéastes, chez d'autres cinéastes américains, chez Raoul Walsh, chez les gens comme ça, c'est-à-dire cette idée que ton occupation, tu es ton occupation. T'es flic, tu fais pas ton métier flic. T'es un flic, quoi. T'es un tueur, c'est pas non plus ton métier, t'es un tueur, quoi. Et pareil pour bosses à l'usine. Voilà, exactement. C'est pas un personnage qui regarde vers l'avenir, c'est un personnage qui est dans le moment présent. Complètement. Enfin, tu vois même aussi les plans où il est sur la route et ces plans très lumineux où il est dans la voiture et il prend le temps, il chante, mais on entend beaucoup ça, il prend le temps de se filmer. Enfin, il se filme avec délice parce qu'il sait très bien que là il appuie sur des boutons rouges pour tous les spectateurs qui l'aiment bien. Mais de toute façon ça marche tout seul. Oui, ça marche tout seul. Tu mets juste un plan sur Clint qui chantonne dans une bagnole, c'est forcément le plus beau plan de l'année. Et pourtant, c'est déloyal cette notion de travail, donc elle revient énormément dans tout le film, que ce soit du côté des flics ou des trafiquants, ou même de Clint de la mule. Et pourtant, ce travail-là, donc en gros, on va pas refaire Max Weber, l'éthique du capitalisme et compagnie, mais en gros, tu bosses pour gagner de l'argent, pour gagner ton salut. En gros, c'est comme ça que les États-Unis sont construits, on va dire philosophiquement. Et pourtant, ici, Clint remet en cause un petit peu la mythologie américaine. Il y a le côté donc capitaliste avec cette crise des subprimes, mais là, je veux dire, à cause de ce boulot-là, qu'est-ce qu'il a loupé ? Il a loupé toute sa vie familiale. Et c'est un des piliers du rêve américain, c'est quand même la vie familiale. Parce qu'il y a une rédemption quand même. Il y a une rédemption à accomplir dans le film. Il y a tout un pan en fait du rêve américain que Clint essaye de retravailler, mais aussi met à mal. Alors je sais pas si c'est le temps des regrets parce que Clint a 88 ans, mais il se dit ok, là j'ai peut-être des regrets. Mais là, ces personnages disent ça, quoi. J'ai trop bossé, je suis un métier, je suis une force de travail, j'ai une compétence que je dois assumer comme telle, ok, pas de problème, mais putain, par contre, j'ai tout derrière, tout ce qui s'est passé derrière, j'ai fait que de la merde. Mais pour lui, on peut pas faire les deux en même temps, en fait. Voilà. C'est ça, le truc. Et en fait, c'est inconcevable de faire les deux en même temps. T'as deux piliers du rêve américain, en fait, qui ne peuvent pas fonctionner ensemble, et ça, Clint, en fait, c'est très rare, en fait, qu'il démonte la mythologie américaine. Il y a un très beau dialogue, de manière justement, avec son ex-femme, qui est interprétée par Diane Wayest, sortie de chez, donc, qui jouait dans les Woody Allen, qui jouait dans Édouard Main d'Argent et tout, que j'avais pas vu depuis super longtemps au cinéma, que j'étais super content de revoir, moi, personnellement. Elle ressemble à Élise Lucet, moi, j'ai trouvé. Ouais, elle a pris un petit coup de vieux, elle a pris un petit coup de vieux. Non, la coupe de cheveux. Ah oui, la coupe de cheveux, ouais. Mais, voilà. Et il y a un moment où ils sont tous les deux, là, lors d'une scène de mariage, et où elle dit, mais pourquoi tu t'occupes des plantes, quoi, je veux dire, et il dit, parce que elles vivent un seul jour et elles méritent tout le soin et l'attention qu'on peut porter à quelque chose qui vit un jour, quoi. Ça, je trouve que c'est une très très belle chose. Et pour moi, tout le rapport que j'ai vu avec Clint, justement, avec son travail, avec ses plantes qui, justement, poussent, mettent tant de temps à vivre et meurent au bout de 1 ou 2 jours, c'est simplement son rapport au cinéma, son rapport à son propre travail. Moi, j'ai vu le rapport que Clint avec ses plantes, en fait, avec ses propres films, avec son propre. C'est complètement ça. Son travail au cinéma, c'est un mec qui, pendant son premier film réel, c'est en 71, il a commencé à tourner en 1955, donc toute sa vie, il a bossé, c'est plus de 50 ans de cinéma, c'est quelqu'un qui n'a fait que travailler, et qui, on le sait très bien dans diverses bios qui ont pu être écrits sur Clint, ou même dans la manière dont lui en parlait, qui est toujours quelqu'un qui a été quand même assez peu présent jusque dans ces dernières années, pour sa famille et pour ses enfants. Il a quand même usé ses femmes de diverses manières, à la fois par ses infidélités et son comportement, on va dire, pas très cavalier avec elle, et surtout comment est-ce qu'il a pu mettre ses enfants de côté. En gros, les seules fois où il les voyait vraiment, c'est quand il les embauchait, soit pour faire la musique dans ses propres films, soit pour tourner avec lui à divers postes, acteur, assistant réel, ou bien des machins comme ça, mais il les a totalement laissé de côté. Et sa passion des plantes, c'est son obsession pour le cinéma et pour la volonté de raconter des histoires et de raconter l'Amérique de toutes les manières possibles. Dans son cinéma, c'est absolument ce qu'il a fait. Et puis de cultiver une espèce de forme de beauté, quoi. Voilà, de beauté gratuite quelque part. De cultiver une beauté gratuite et un genre d'imaginaire et de mythe américain qui finalement existe dans un fantasme des Américains de sa génération, quoi. C'est ce qu'il a retravaillé tout au long de sa carrière, soit par, on va dire, des idoles de la culture populaire, comme il disait, en travaillant sur Charlie Parker, sur Hawk Williams, en travaillant évidemment beaucoup la figure du cow-boy, l'imagerie du western tout au long de sa filmographie, jusqu'à Grand Traîneau, voire même celui-là qui est encore une forme de western, parce qu'on va revenir, je pense, sur la question de la frontière dans le cinéma Clint Eastwood, qui est éminemment importante. Et je trouve que c'est ce qui fait d'autant plus
rejaillir la beauté du film, son caractère touchant et l'identification que le spectateur a avec le personnage de Clint, parce que c'est un personnage et un acteur avec qui on a tous grandi, on a tous vu ses films à des âges divers et variés, donc on a forcément un rapport personnel à Clint et à son cinéma. Et là, du coup, c'est quelque chose. Et puis c'est un mec qu'on voit vieillir, mais qu'on a du mal à imaginer mourir, en fait. C'est assez curieux, je trouve, la manière dont il a construit son propre corps au cinéma. C'est-à-dire que on l'a vu vieillir comme quelqu'un de notre famille, en fait, ce qui crée une identification vachement forte. Et par contre, l'idée même qu'il puisse disparaître, c'est quelque chose qui est assez éprouvant à imaginer, quoi. Et chacun de ses films joue là-dessus, hein, justement. Chacun des films où il apparaît joue sur l'idée de, je serai pas toujours là, les gars, quoi. Et mais ça, justement. Et très vite, très tôt en plus. Vraie question. Vraie question. Du coup, ça date de quand, en fait, ce côté, je vais enterrer. Je vais m'enterrer ou enterrer des personnages. Moi, alors, je dirais impitoyable. Hein. Bon, Impitoyable, c'est le plus manifeste parce que c'est littéral justement ce qu'il met en scène. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui corps qui vieillit dans sa propre film en tant que réal, c'est un truc qui commence effectivement à mettre en scène hyper tôt. Les Conquis Tongman, tout ça. Je dirais La Corde raide aussi, même si c'est pas réalisé par lui, mais qui était déjà un film où il jouait un peu sur une espèce d'ambiguïté justement qui était de ce corps. Parce que là, ce corps c'est un corps vieux mais magnifique. Les bras, pourtant, le corps vieux, c'est impitoyable sur la route de Madison. Si vous voulez voir Clint torse nu à 88 balais, je veux dire que quand même ça va, quoi. Ouais, entouré de 3 nanas. Entouré de filles en petite tenue. Parce qu'il se fait quand même bien plaisir. Hein. Il se fait bien plaisir. Parce qu'il se fait vraiment chouchouter dans le film. C'est ça le truc, c'est qu'effectivement, il y a ce côté. Prenez soin de moi aussi. Il est désarmant, quoi. C'est-à-dire que toutes les femmes. Et tu comprends pourquoi sa petite fille, elle comprend pas pourquoi sa mère et sa grand-mère sont, j'en peux plus de lui, quoi, parce que toutes les femmes sont sous son charme. Toutes. Il n'y a pas une femme qui a pas envie de danser avec lui, tu vois, je veux dire, mais il faut dire qu'il. Mais même, tu vois, le regard du mec du cartel, là. Mais voilà, les hommes aussi, mais c'est ça aussi. Mais ça m'a troublé, il avait un regard, tu sais, quand il lui amène cette femme pour qu'elle danse avec lui. Vraiment, elle lui apporte comme ça, c'est un cadeau. Il lui lance un regard très doux, quoi. Enfin, vraiment. Il y a quelque chose de fraternel. En fait, c'est ça le truc, c'est que les jeunes trouvent un père, ceux de son âge trouvent un frère, et les femmes trouvent un amant, quoi. Donc il est l'homme parfait, quoi. L'homme absolument parfait qui correspond toujours à ce que les autres attendent de lui, finalement, quoi. Et ça, c'est vraiment son personnage, le charmeur. Suspendu sur lui. Et qui marche bien parce que c'est le regard du. Enfin, c'est ça le truc, c'est que c'est aussi le regard du public, quoi. Le fait que, par exemple, aller poser une question aux femmes aujourd'hui, de leur demander comment est-ce qu'elles trouvent Clint Eastwood, il y en a encore plein qui vous diront Clint Eastwood, il est quel homme, quoi. C'est pas le mal, quoi. C'est le masculin, quoi. C'est pas le mal au sens macho, au sens poil sur le torse. C'est vraiment le masculin au sens du. Voilà. C'est vrai qu'il y a une certaine classe quand même. Et puis alors moi je trouve qu'il y a un truc qui m'a bluffé dans ce film là, c'est que les 10 premières minutes j'étais un peu inquiet. Les 10 premières minutes je dis oh putain, il a pris un coup de vieux, mon Clint. Et franchement je me suis dit, il y a des moments où il rayonne, et en fait tu vois pas qu'il a 80 plus le film avance, plus il redevient son mythe. Et ça, je trouve qu'il a super bien travaillé ça. C'est-à-dire que la fin du film, il y a des mimiques qu'il a, des gueules, où tu retrouves le carrément. T'as l'impression qu'il a perdu 40 ans. Et là, carrément. Mais je pense qu'on pense au même plan. C'est hallucinant. Sa bouche qui se relève, t'as l'impression de voir le mec du maître de guerre, tu vois. Exactement. On dirait qu'il a fait des rayons rajeunissants. Ah oui, il rajeunit au fur et à mesure que le film avance, quoi. En mesure qu'il se réclintise, en fait, quoi. Je crois que cette question du corps est extrêmement intéressante parce que c'est vrai qu'il avait travaillé, même son corps a toujours été sujet à la construction de métrages, comme par exemple Les Proies de Don Siegel, qui est un métrage assez marquant. Mais même lui, en fait, que ce soit sur la route de Madison, là j'ai sa film en tête. On peut penser à Space Cowboys avec qui était déjà sur la colonie de vacances qui part qui a un film que sur des vieux. Et puis alors qui partent en colonie de vacances dans l'espace, voir même des films un poil mineur comme Créance de sang qui parle de ça, en fait. Qui là-dessus aussi. Mais surtout que c'est assez intéressant de voir encore ici. Là, je pense qu'il pousse vraiment au firmament parce qu'il y a une scène d'enterrement et compagnie. Mais là, il est vraiment. Mais je trouve en plus, je pense qu'il nous l'a fait à l'envers parce que je pense pas du tout qu'il marche comme ça, petits pas et tout ça. Non. Je pense qu'il joue de acting. Ouais, voilà, pur acting, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression de voir un mec de cet âge-là, et je suis pas sûr du tout que Clint Eastwood soit. Parce que quand tu vois comment il tient le film, comment il est de tous les plans, enfin, l'énergie qu'il doit avoir, ce gars. C'est sûr qu'il est en pleine forme. Il a l'air très vert encore, quoi. Je veux dire, même dans l'esprit, quoi. Je veux dire, dans la manière dont il filme les jeunes, par exemple, la manière dont il filme les jeunes acteurs, quoi. Ça, j'ai trouvé ça assez passionnant, tous ces jeunes acteurs.
chicanos qui arrivent et qui deviennent tous très sympathiques en fait au bout d'un moment, sauf quelques connards, mais qui deviennent tous très sympathiques. Parce que c'est comme des cartels. Voilà, parce que les mecs, en fait, et c'est ça, il y a une espèce d'inversion en plus de valeur entre les flics et les mafieux, c'est-à-dire que les mafieux deviennent de plus en plus sympathiques au fur et à mesure du film, alors que les flics c'est des espèces de connards. Alors que les flics restent des flics. Ouais, qui arrêtent pas de promettre à un gars en lui disant ouais, tu vas devenir notre témoin protégé et tout. Jamais il devient le témoin protégé. Enfin, on le sait pas. Enfin, on le sait pas, mais il la lui font à l'envers. C'est totalement déréalisé ça. Et ça, je trouve ça bien aussi, comment est-ce qu'il inverse le truc. Mais toutes les scènes avec les flics, elles sont hyper plates. Oui. Elles sont filmées de manière hyper belle et tout, mais sans aucun intérêt. Elles sont pas particulièrement belles et les personnages ne deviennent jamais vraiment sympathiques, à part le personnage de Bradley Cooper une fois qu'il rencontre Clint justement. Parce qu'avant c'est juste justement des mecs qui font leur taf, des gens au métier quoi. Ouais, des gens qui font leur taf. Mais le mec est à deux doigts de se faire virer aussi, de se faire dégager il y a encore ça. C'est rigolo parce que quand tu vois les acteurs qui jouent les flics, donc quand même Bradley Cooper, Laurence Fishburne et Michael Peña, tu te dis, il y a moyen de surjouer là quand même avec tout ce monde-là. Et tout le monde joue hyper hyper lo-fi, tu vois, c'est assez, c'est même en termes de direction d'acteurs sur la manière dont il dirige ces différents acteurs en fonction des situations. Je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant, quoi. Mais après, il est connu et c'est marrant parce que ce côté désarmant, quoi, justement. Et en fait, apparemment ça, je pense que c'est assez, c'est quelque chose qu'il n'avait pas trop montré dans son cinéma, mais quelque chose à mon avis qui est assez vrai sur ses tournages. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que c'est super non seulement les tournages se terminent beaucoup plus tôt, mais que c'est le soir on bouffe tous ensemble à la pizzeria. Enfin, tu vois, il y a vraiment un côté hyper familial en fait. Il termine toujours ses tournages avant la date prévue et en dessous du budget. Ah, donc la Warner, autant dire que la Warner, elle allonge puis chaque fois comme ça rapporte du fric, la Warner. Et en plus, à chaque fois Oscar ou je sais pas quoi, donc du coup Clint, y a pas de problème, quoi. Ouais, non mais Clint, c'est une valeur plus sûre. Sauf en 2006 pour le diptyque Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima où il était parti chez DreamWorks justement parce que Warner trouvait ça un peu trop risqué le sujet avec un réal pareil, ils avaient un peu peur, donc il était parti voir Spielberg qui a dit coco quoi. Vas-y. Bah oui, bien sûr. Mais après, pour revenir sur ce corps et peut-être rebondir sur ce que tu disais sur l'esprit de la frontière et tout ça, c'est que le corps de Clint, en fait, c'est un corps vieux, mais vraiment très très vieux, et pourtant c'est un corps qui est toujours en action. Et ça, c'est peut-être une plus grande figure américaine. Mais c'est toujours en action. Jamais il va se reposer, ou quand il se repose, c'est pour aller boire un verre. Il est au bar, et encore quand il est au bar, il est dans l'action, c'est tournée générale. Où il danse. Il danse, tout le temps. Il baise. Il chante. Il prend la route. Tout le temps. Et même quand il est en tôle, c'est-à-dire le truc où théoriquement tu peux pas bouger, non, il papote. C'est quand même hyper drôle parce que le corps en action. Mecs qui le suivent ont mis un micro dans sa voiture et lui il chante. Et puis tu vois ces mecs-là, ces grosses brutes qui au bout d'un moment commencent à chanter aussi. Et qui ont des sourires comme ça très attendris. Il a une espèce de pouvoir magique en fait de séduction sur tous les autres en fait qui fait que c'est comme s'il avait pris une élixir d'amour, je sais pas. Parce que ces deux grosses brutes qui veulent carrément le buter quoi parce qu'il s'est absenté pour aller à l'enterrement de sa femme et les mecs qui sont les vrais méchants, qui sont les vrais méchants. Ils sont vraiment méchants et au bout d'un moment ils appellent quand même leur grand chef quoi. Pour négocier si bon quand même, enfin c'est sa femme qui est morte. Ouais quand même voilà quoi, ils ont de l'empathie quand même pour lui quoi. C'est assez fascinant en fait. Ouais c'est assez fascinant de voir comment est-ce que les autres sont en fait tous ces gros durs, tous ces gros criminels en fait qui sont pas du tout habitués à aucune forme de douceur en fait, ils savent pas du tout comment se comporter avec Clint Eastwood qui lui les mecs c'est des sicarios quoi. Mais voilà alors que lui il a l'air de pas se rendre en fait, il fait semblant de pas se rendre compte de ce qui est en train de lui arriver. Et les autres sont complètement désarmés à cause de ça quoi. Le moment où il est avec le jeune là et qu'il essaye de le convaincre de faire autre chose. Ouais, elle est bien cette scène là. Et finalement, il force pas non plus, mais et tous les regards qu'il y a après, parce qu'après le jeune il est obligé de se ranger avec les autres connards qui reprennent la boutique. Et il y a cette scène. Mais il a quand même contaminé il y a cette scène avec le mort dans le coffre et les regards qui s'échangent. Ils peuvent pas se dire. Ils peuvent pas se dire et où justement quand il l'appelle, il dit Julio mon fils quoi. Et l'autre l'arrête tout de suite parce qu'il sait que s'il continue comme ça veut dire qu'il y a un rapport de proximité qui est trop grand. Ils vont tous les deux terminer dans un coffre. Ce qui est intéressant sur cette scène, il sauve la vie en fait quoi. Et c'est vachement touchant avec cette scène, le fils, c'est qu'il lui dit ne m'appelle plus mon fils. Ça veut dire qu'en fait il y a un hors-champ qui est absolument fantastique en fait et une ellipse où en fait ces deux personnages là en fait ont appris se sont apprivoisés, ont appris à s'aimer, à se connaître, à se respecter. Et ça on le voit pas et en une phrase, tu dis ah ouais putain, mais il doit y avoir un passif de gueudin de ces deux personnages, c'est assez hallucinant. Le film dure 1h55, franchement il aurait pu durer 3 heures. Parce qu'il y a plein d'ellipses. Mais en ellipse, un mot. Donc on a parlé de la coupe d'un cut assez brutal, mais qui a le mérite de fonctionner. Le cut des subprimes. Et aussi de considérer en fait que le spectateur est suffisamment intelligent et a suffisamment de connaissances en culture générale
pour éviter plein de discours. Et là, un mot, pareil, il nous sort un hors-champ pas possible en fait sur cette relation de ces deux persos qui au départ pouvaient pas se blairer et en un mot, ah oui, en fait. Putain, il se prend pour son fils adoptif. Enfin, c'est assez taré. C'est vrai qu'il adoucit le monde autour. Il adoucit le monde autour de lui-même. Alors c'est ça que j'aime bien, c'est que justement, du coup, ça marche aussi avec la famille, qui pourtant a toutes les raisons de lui en vouloir. Et pour moi, voilà, et justement, c'est là où le film qui est assez prime sautier, hein, quand même, d'une manière générale. On voit les copains. On va dire sur les 3/4 du film, il y a cette fameuse scène alors pas d'enterrement, mais cette scène d'agonie, voilà, avec son ex-femme meurt dans son lit avec Clint à ses côtés. Et là, tout d'un coup, moi, je trouve que le film il vire complètement de braquet, c'est-à-dire que tout d'un coup, t'as une espèce d'émotion pure qui est en train d'arriver. Clint qui fait rien, hein, qui est assis sur une chaise, qui juste lance un regard, et dans le regard de Clint, t'as tout le souvenir de la relation avec cette femme-là, les enfants qu'ils ont eu. Enfin, et encore une fois, t'as pas besoin qu'on te montre ça par un flashback. T'as juste Clint qui regarde, qui jette un œil, et en jetant un œil, il révèle. Enfin, tu vois, tout ce hors-champ se révèle à toi par le visage de Clint. Ça, c'est un truc que je trouve super intéressant. Et d'ailleurs, c'est une scène que j'ai trouvé vachement émouvante. Cette scène d'enterrement est complètement tarée parce que t'as un plan là. C'est un champ contre champ entre son ex-femme et Clint. Un plan, on va dire moyen sur le mur. Ah oui, c'est un classicisme. C'est un classicisme absolu. Et en même temps, c'est assez brillant. Et en même temps, moi je trouve, je trouve que c'est une maîtrise. Enfin, tu sens un mec qui maîtrise complètement quoi, sa manière artistique de s'exprimer quoi. Enfin, et pourtant, on disait que c'était encore un corps aimant, un corps aimé, et puis un corps d'action. Et pourtant, je veux dire, le film donc il dure 1h55, un truc comme ça. Et pourtant, comme tu dis, il y a une césure qui se passe. Et la scène d'enterrement, en fait, est extrêmement étirée. Elle est bien. J'avais quand même envie de me dire, putain, autant là, c'est peut-être Clint qui il est peut-être costaud, mais bon, c'est quand même un vieux pépé. Et il fait là, peut-être, il est en train de nous filmer son enterrement. J'étais en train de penser à ça, en fait. Pourquoi il extrapole en fait cette scène d'enterrement? C'est qu'il contemple la mort, les yeux dans. Il regarde la mort, les yeux dans les yeux. Et en fait, c'est fort. Je trouvais très fort. Au-delà de l'émotion de la mort d'un personnage. Je veux revenir sur un plan et une idée mythologique qui m'a énormément marqué et profondément ému alors que je m'y attendais pas pendant le film. C'est, je crois, la première fois qu'il va passer de la drogue justement pour le cartel. Il y a un plan de la route, on voit la route sur la gauche qui file vers l'horizon et bord cadre sur la droite. Il y a différents panneaux publicitaires. C'est extrêmement important les panneaux. C'est des trucs pour des bagnoles, des machins comme ça. Et il y a un panneau notamment où c'est marqué en gros Exit Now Old West, qui apparaît clairement. Et alors, ça m'a profondément ému, mais aux larmes, alors que je m'y attendais absolument pas sur un plan sur la route, parce que ça dit tellement de choses sur Clint, sur l'Amérique, sur la mythologie américaine, sur le rapport personnel que j'entretiens avec le cinéma Clint Eastwood, avec la mythologie américaine, que j'ai trouvé ça désarmant, que sur un pur plan de route qu'on a vu 50 milliards de fois, il y ait autant de choses qui puissent passer là-dedans. Je trouve que ce placement de panneaux est absolument prodigieux. Mais il y a quelques plans qui sont bouleversés. Moi, il y a un plan qui m'a beaucoup plu, alors je pense dû un peu en partie au hasard, où il y a un plan comme ça aérien où il est sur la route, et juste devant lui il y a deux oiseaux. En fait, qui volent et qui accompagnent, en fait, qui devancent la voiture de Clint Eastwood, en fait, du personnage, pendant quelques mètres, en fait. Et je pense qu'ils ont dû filmer la scène, ils ont dû garder juste ce plan-là. Et moi, je trouvais que ce plan-là était très beau, quoi. Surtout d'un coup, espèce de communion entre le personnage, la nature. Enfin, je peux peut-être moi qui surinterprète, mais j'ai vraiment trouvé quelque chose. Mais d'une manière générale, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses très très poétiques, moi, dans ce film-là, au niveau visuel. Le premier plan est magnifique. Avec le générique du début, avec ces fleurs là, c'est différents plans sur les fleurs dans son jardin justement. Ça m'a surprise. Puis cette espèce qui reviennent d'ailleurs à la fin, qui ponctuent en fait le truc film. Et qui c'est toujours l'amour de son travail. Ouais, et puis l'amour d'une certaine forme de beauté, quoi, qui est à la fois la beauté des fleurs, la beauté des femmes aussi, puisque ça reste comme un grand séducteur. Et ça, c'est vraiment marrant comment est-ce qu'il réinvestit toute sa personne publique dans son personnage, en fait. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que il avait fait le vieux bougon plusieurs fois. Et là, il propose encore autre chose. Il propose encore une autre variation sur Clint, ce qui, moi, je trouve, est, pour un mec de 88 ans, je me dis, ouais, d'accord, ok, bon, les jeunes, écoutez, vous savez où aller prendre vos leçons, quoi, je veux dire, parce que, voilà, ça reste, moi, je trouve que ça se pose un peu là, quand même. Sans pour autant, et justement, avoir un ton de donneur de leçons ou moraliste, ou moralisateur, justement. Une espèce de positivisme, très américain, quoi, cette espèce quelque part au fond de confiance dans le. Ouais, voilà.
tu vois, dans le pays, pas de confiance dans le système, mais de confiance dans les gens qui habitent ce pays, justement dans les étrangers qui viennent habiter dans ce pays, dans les valeurs de la fondation. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est assez marquante, c'est en plein milieu du film où ils sont dans le trou du cul. Alors là, ils sont chez Redneckland, et en fait, il y a donc ces deux Chicanos qui sont là. Dans le resto là. Ouais, dans le resto avec le meilleur sandwich, le meilleur sandwich au porc là. Et en fait, t'as Clint qui fait donc t'as le flic raciste qui se ramène et putain la scène où t'as un Chicano qui se fait contrôler par les flics, c'est les 5 minutes les plus dangereuses de ma vie. Elle est géniale cette scène. Putain, elle est géniale cette scène aussi, pareil, où c'est un mec totalement honnête, qui a rien fait, et le mec honnête en fait a plus la trouille que tous les criminels de la police. Ça c'est complètement fou. Tu dis encore un autre discours sur l'état du pays, sur l'état sur le racisme latent. C'est extraordinaire. Et Clint justement te dit non mais ayez confiance en ces gens-là aussi. Enfin c'est peut-être des c'est des dealers de drogue, mais ils sont pas méchants. On les a bien accablés. Dans le restaurant et que tout le monde les regarde et qui disent mais pourquoi est-ce qu'ils nous regardent? Parce qu'en même temps vous êtes 2 haricots rouges dans un champ de maïs. Ça c'est hyper drôle. Parce qu'il est hyper lucide quoi. Enfin, au pire, c'est un peu ce qu'il dit, c'est au pire on s'en fout quoi. Bah oui. Et il leur sauve même la mise après. Et il leur sauve la mise parce qu'il dit ce qu'il disait, c'est rapport de confiance. Il faut qu'on ait confiance à ces gens-là. Et Clint, en fait, il avait un rapport donc. Tu fais confiance aux gens avec qui tu travailles, surtout. Ouais, oui. C'est un professionnel. Et le truc, c'est que autant Clint, il a souvent mis à mal une institution qui marchait pas. Là, je parle de les pleins pouvoirs jugés coupables, l'échange, Sully, par exemple, pour les plus récents. Et là, en fait, à la fin, il leur fait confiance, il assume. Non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, j'assume, je fais confiance à la justice, je plaide coupable. On est en train de tout spoiler là. Ouais, désolé. Mais je fais et là, en fait, confiance aux gens et en fait, confiance. Paradoxalement, alors qu'on vient de dire qu'il a déconstruit un peu le rêve américain, et pourtant il y a les institutions qui fonctionnent encore un rapport de confiance qui apparaît au final. Tu dis putain, mais c'est assez merveilleux quoi. C'est surtout parce que le personnage et Clint sont absolument lucides. Et il sait très bien que ce qu'il fait est quelque chose qui, en termes de légalité, est absolument injustifiable aux yeux de la loi. Et donc forcément, pas vu, pas pris, pendu, c'est tout. C'est juste. C'est juste qu'il est lucide sur ce que lui fait. Et c'est exactement. Et il assume. Ouais, et c'est ce qu'il a fait. Et il assume complètement. C'est ce qu'il a fait jusqu'au bout. Dans tout son cinéma et dans sa vie publique. S'il a pu faire des conneries, t'assumes quoi. T'as fait le con, t'assumes. Tu as dit n'importe quoi. Tu fais des discours ridicules où tu parles à une chaise et tu passes pour le plus vieux réac des réactionnaires de la terre entière. C'est pas grave. Après t'assumes quoi. Du moment que tu restes droit dans tes convictions, droit dans tes bottes et que finalement tu continues à tracer ta route en respectant ceux avec qui tu es et ceux avec qui tu bosses. Je pense que Clint, comme c'est toute la morale clintienne. Je pense que Clint, comme pour rapport à ses personnages, il demande à être jugé sur son travail, pas sur sa personne, quoi. Il demande à être il demande à être jugé sur son cinéma, quoi. Je pense que c'est ça le meilleur moyen de. On ne sait pas qui est Clint Eastwood d'un point de vue individuel, on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il nous dit de lui et des autres dans son cinéma. Moi, c'est ça qui m'est toujours. Et justement, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le cinéma américain, c'est justement ce divorce entre des personnages qui peuvent être à la fois complètement réactionnaires et hyper progressistes sur d'autres trucs. Et ça, c'est un truc qui est très difficile à comprendre pour un Européen, parce que nous, on est dans des trucs droite-gauche avec des systèmes de valeurs qui sont pas du tout le même système de valeurs qu'aux États-Unis. Et c'est vrai que pour comprendre les États-Unis et comprendre justement les paradoxes qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un Américain qui est un peuple qui est hyper accueillant et qui est aussi un peuple qui est hyper raciste en même temps. Et arriver à comprendre ça, je pense que Clint Eastwood, c'est une bonne porte d'entrée justement pour comprendre l'esprit américain, l'esprit de l'Amérique, quoi. Parce qu'en plus, c'est un des rares à le faire encore actuellement, parce que c'est le dernier des classiques, comme on le dit depuis longtemps. Surtout qu'il a couvert, si on prend 50 ans de cinéma américain, que le réal. 71, c'est Nixon, hein. Ouais, 71, c'est Nixon. Voilà. Nixon, Trump, hein, il a tout couvert. Il a usé une bonne dizaine de présidents. Ouais. Et bien sûr, chaque film est lié à son contexte. Hein. Je veux dire, s'il fait La Relève en 90, c'est qu'il y a une raison, par exemple. Mais ou Pink Cadillac, oh putain, j'avais oublié celui-là. Voilà, depuis Nixon, il est là, donc oui, c'est une porte d'entrée pour comprendre le pays. Et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment l'esprit, parce que c'est pas le seul. Friedkin, il a ce côté-là aussi, un peu mi-réac, mi-anarcho. C'est une espèce d'anarchisme de droite, finalement. Enfin, pas d'anarchisme. Ouais, voilà. Mais pas libertarien au sens au sens complot sur Internet, quoi. Plutôt vraiment, effectivement, une espèce de truc qui revient aux origines
à la fois, et qui a à voir avec l'Ouest, qui a à voir avec la conquête de l'Ouest, qui a à voir avec le positivisme effectivement de la frontière, enfin, d'être capable de domestiquer un pays sauvage, etc., etc. Même si ça se fait évidemment au prix de massacres et du génocide des Indiens, de l'exploitation des gens, etc., etc. Ce qu'il a jamais d'ailleurs caché dans aucun de ses films. Donc, notamment dans José Wells hors la loi, qui est un film qu'il faudrait d'ailleurs revoir parce que c'est un très bon western, le moins connu, mais sans doute le meilleur. Maintenant, Pale Rider, dans L'Homme des Hautes Plaines. Dans L'Homme des Hautes Plaines, il est impitoyable. Enfin, donc voilà. Et c'est vraiment c'est marrant de voir comment est-ce qu'il réinvestit le même truc tout le temps. Et à chaque fois, il arrive à en sortir quelque chose de relativement différent. Ça, et vraiment là, pour le coup, d'extrêmement attachant, quoi. Dans ce dernier film, là, moi, j'étais très surpris de voir un Clint Eastwood, justement pas sombre, mais un Clint Eastwood complètement solaire. Au crépuscule de sa vie, il a jamais été aussi. Il reste enthousiaste. Ouais. Il baigne dans la lumière. Ouais, il a jamais été aussi. Alors, c'était pas son directeur photo habituel. Non, c'est pas Tom Stern. C'est un Français ou un Canadien ou un Canadien. Enfin, du coup, il a un prénom et un nom francophone, mais vraiment très francophone, genre avec des accents. Il y a que dans certains plans à la fin où après avoir été solaire pendant tout le film, justement à la fin quand il est arrêté par le personnage de Bradley Cooper quand il est dans une bagnole, où là il retrouve pour le coup toute la mythologie clintienne où il est filmé en contre-jour, son visage est dans l'ombre et là effectivement tu retrouves toute, comme tu disais, il se remythifie lui-même, où justement il se remet à sa place dans le cinéma américain et hollywoodien de manière générale, pour dire c'est le dernier des géants, comme pour le film avec. Alors tu sens bien que des gens comme Stallone essayent de suivre cette voie-là. Bon après, tu sens bien que Clint Eastwood ça reste le maître quand même là-dessus sur comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on entretient finalement comme une fleur, quoi. Comment est-ce qu'on entretient un corps de cinéma, quoi, jusqu'au bout, quoi. Mais Stallone, et on est vraiment dans la même logique. C'est pour moi, Stallone, pour moi, sa grande influence en termes de représentation de lui-même à l'écran, c'est Clint Eastwood, c'est évident, quoi. Enfin, et c'est marrant de voir comment d'autres acteurs ont pas du tout réussi à passer ça, des gens comme Sean Connery, tout ça, ils ont pas du tout réussi. Voilà, ils ont. C'est pour ça qu'il a lâché l'affaire, parce qu'il savait pas comment gérer sa propre image et son propre corps. D'ailleurs, en parlant de Sean Connery, il y a un des mecs, des ricains là. Non, des Mexicains, qui lui ressemble. Ouais, qui a une tête de Sean Connery dans Zardoz. Dans Zardoz, avec des vieilles pattes. Avec cette vieille barbe horrible, noire et blanche. Mais sans le slip rouge. Sans le slip rouge du film de Bourman. Mais on est d'accord, oui. Effectivement, il y a un faux air de Sean Connery. De Sean Connery mexicain. C'est que tous les vieux de sa génération, un peu plus jeunes, les mecs comme Redford, Warren Beatty, on passe du tout gérer ça. Jack Nicholson. Jack, il a arrêté aussi. C'est ça. Ce qui est d'ailleurs Gene Hackman. Enfin, c'est bien dommage, parce que moi, qu'est-ce que j'aimais bien toute cette génération d'acteurs. Mais c'est aussi. Si Al Pacino, c'est le seul. Al Pacino fait ça aussi. Ce truc sur le vieillissement. Et dans les derniers films qu'il a fait, Al Pacino, personne ne les a vus, ces films-là. Manglehorn. Mais il y a des trucs plutôt intéressants, justement, sur. Alors, c'est souvent des trucs très autobio, sur des vieux acteurs de théâtre, sur des mecs un peu en fin de course et tout. Et moi, j'avoue que. Pacino fait ça pas mal. Mais Clint est aussi conscient de ça parce que très tôt, il s'est mis en scène. Voilà. C'est ça aussi. C'est parce qu'il est son propre metteur en scène aussi. Robert Redford s'est mis en scène aussi, mais il l'a fait beaucoup moins de fois. Moi, ça m'a fait penser, le film m'a fait penser à certains moments aussi un peu à ce film de Robert Redford avec Julie Christie, là, qui s'appelait comment avec Shia LaBeouf. Ah oui, j'ai vu ça. Où il joue le rôle d'ancien terroriste d'extrême gauche. Les Weatherman. Qui soit là avec Suzanne Sarandon, où c'était collection de copains. Ouais, de vieilles branches que tu n'avais pas vues depuis longtemps. Et moi, je sais que j'avais beaucoup, et je sais plus comment se fait le film en France, mais j'avais beaucoup aimé le film parce que moi, j'adore voir des acteurs que moi j'ai aimés jeunes et que j'adore les voir et de voir qu'ils ont pas honte et qu'au contraire justement qu'ils assument, quoi. Et le film de Redford avait un peu ce côté-là aussi, ce côté peut-être moins solaire, mais ce côté ça y est, ok, on sait à quoi on ressemble, quoi. Voilà. Et en même temps, on est quand même l'Amérique quelque part. On dit qu'on représente quelque chose, quoi, quand même. Ne serait-ce que au niveau du cinéma américain. Ça me semble. En France, je trouve qu'on a un peu plus de mal avec ça, je trouve. Ouais, les acteurs ont un peu plus, à de très rares exceptions, comme Depardieu par exemple, qui lui continue à mettre son corps et ce qu'il est de manière toujours. Mais parce qu'il a trouvé, par exemple, si on prend l'exemple de Depardieu, il a trouvé un allié en la personne de Guillaume Niclou, par exemple. Dernièrement, mais il faut trouver des alliés aussi. C'est ça le problème. Il faut trouver des gens qui savent te filmer aussi. Voilà. Il faut faire la différence entre comédien, interprète, artiste, persona. Oui, voilà. Donc ça c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est vrai que Clint reste quand même. Il met une nouvelle mandale à tous ceux qui disent mais moi de toute façon c'est toujours comme ça Clint Eastwood. Moi je sais que Clint Eastwood c'est toujours mais non mais Clint Eastwood c'est devenu nul, oh là là il est trop vieux, c'est un vieux con. Et puis il finit toujours par sortir un film et là tout le monde fait non mais en fait non on a dit des conneries, en fait il est toujours très bien. N'empêche, je suis allée au Gaumont le voir et la salle était remplie de jeunes et de jeunes dehors qui disaient il y a la mule
tout le monde allait voir ça. Ouais, bah, tu vois, comme quoi, je veux dire, c'est... Voilà, donc c'est bien la preuve que Clint, on aura beau dire, même quand il nous déçoit, c'est quand même bien, et c'est pour ça que ça reste le patron. Exactement, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On t'aime, Clint. Donc c'était La Mule, son nouveau film. C'est bien, hein. Faut y aller, hein. C'est mortel. Hein. Oui, alors voilà, oui, on vous le conseille un peu. Quand même, hein, c'est pas mal. C'est un faux petit film. Je pense. C'est pas du tout un petit. Dans sa filmo. Si on regarde sa filmo. Voilà. Si on regarde sa filmo, c'est mieux que Créance de sang. Voilà. Ouais, mais c'est carrément de sang. Mais c'est moins bien qu'Impitoyable. Pour moi, ça fait une vraie trilogie avec Impitoyable, Gran Torino et celui-là. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu regardes tout ça, tu fais putain. Donc, déjà, tu te dis putain, j'ai tout vu presque. Ouais, moi aussi. Ouais, je vois ça, je vois que t'as tout vu, c'est impressionnant d'ailleurs. Ça c'est juste les films en tant que réel. Donc bref, vos coups de cœur de la semaine, messieurs, dames, excepté La Mule, bien sûr. Dr. Erwan. Alors moi, ce serait une chanteuse de soul américaine des années 70 qui s'appelle Millie Jackson, qui est très rigolote, que j'ai réécoutée il y a pas longtemps, qui fait de la soul paillarde. Donc c'est une fille qui parle beaucoup d'histoires de fesses dans ses trucs, et souvent de manière très très drôle. Donc c'est mi-stand-up, mi-soul en fait, et c'est assez marrant comme truc, et moi j'aime beaucoup. Du stand-soul. Ouais, c'est pas mal du tout, voilà, donc je conseille. Carrément Floré. Alors moi ça va être le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Eh oui, mais j'assume totalement le mari d'Antoinette. Le Marie-Antoinette Gérard. Ouais, j'assume totalement mon amour pour Sofia Coppola. Et donc film absolument magnifique avec des choix de montage extrêmement intéressants et qui ose en faire en termes de point de vue quelque chose avec Xavier Beauvois, c'est-à-dire un point de vue. Et là du coup bien radical, et puis un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube parce qu'il est en entier disponible, c'est We Had a Dream sur le collectif légendaire Heretic System, ceux qui ont fait les grandes heures de gloire de la Free Party Made in France fin 90 début 2000. Voilà, documentaire de un peu plus d'une heure qui est sympathique, qui revient sur un petit peu tout leur grande fête, les drames aussi bien entendu qui ont forgé ce collectif. Le collectif est toujours en route, ça envoie toujours du hardcore, c'est toujours plaisant. Moi, ça sera deux choses. Ça sera la grosse mandale Mandingo de Richard Fleischer, qui est ressorti en Blu-ray dans la collection chez Jean-Baptiste Toré, chez Studio Canal. Je pense qu'on y reviendra dans les semaines à venir. C'est absolument prodigieux. C'est un véritable choc. Et dans un tout autre genre, c'est le groupe du sud-ouest de Lot-et-Garonne, Stafford Mods, qui à la base se présentait un peu comme une réponse française aux Seaford Mods du comté de Nottingham en Angleterre. Finalement, ils ont fait un véritable album qui s'appelle AK-47. Donc vous allez entendre des mecs du Lot-et-Garonne qui déblatèrent sur Toulouse et sur la vie en pleine campagne. C'est à la fois très drôle, vraiment politique, et c'est absolument mortel à écouter. Ils ont un bandcamp, on le mettra bien évidemment sur la page du podcast. Voilà, donc Carla n'a pas le droit de dire. Oh pardon, excuse-moi Carla. En plus, je voulais dire un truc hyper important. C'est parce qu'elle est grecque, c'est ça? Exactement, du coup j'étais déçu. Carla, ma chère, mon grand énorme coup de cœur de ma vie depuis, je crois que je le connaissais, je l'ai rencontré en 2012. Judas Mekas qui est mort du coup la semaine dernière, on le croyait immortel, et je recommande à tout le monde d'aller fourrer un peu son nez dans son œuvre poétique et cinématographique. Qui est pléthorique. Et d'ailleurs je te remercie encore de m'avoir offert ces chroniques. Movie Journal. Movie Journal, ouais. Très bien. Franchement, un grand cinéaste, un grand mec de l'underground, grand mec de l'underground, qui a influencé des milliers, des centaines de cinéastes, de documentaristes, qui est un mec qu'on redécouvrira à mon avis d'ici pas très longtemps, je pense. Voilà, donc rest in peace à Jonas Mekas, encore désolé Carla. Merci à Gal pour la technique de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.